Aujourd'hui, on va voir pourquoi ASML est descendu suite à l'annonce de ses résultats trimestriels. Depuis la veille, elle a perdu environ 6% en une seule séance. Et on va voir au niveau de la prise de commande décevante comment ça va impacter la société. Mais avant toute chose, je vous rappelle qu'il reste que 4 jours pour profiter de la promotion moins 50% pour les dénicheurs de pépites, réussir à trouver les titans de demain et gagner beaucoup d'argent en bourse. On y voit les points communs de toutes ces sociétés qui ont fait des x600, x3000, x550, justement dans le but de dynamiser votre portefeuille et de faire des rendements incroyables. Si vous êtes intéressé, je vous mets le lien en premier dans la description. La promo moins 50% est valable que jusqu'à dimanche soir et on va passer à la suite. Alors suite à l'annonce des résultats aujourd'hui le 17 avril, on a ASML Holding lesté par des prises de commandes décevantes. Le néerlandais chute en bourse. Le spécialiste des technologies vitales pour les semi-conducteurs a enregistré des commandes bien plus faibles qu'anticipées par les analystes. L'action chute malgré un bénéfice par action qu'ailleurs qu'espéré. Moins connu qu'LVMH, etc. Blablabla, ASML est tout simplement le troisième plus importante entreprise du monde, entreprise en bourse en Europe. Méga champion sur la place d'Amsterdam, sa valorisation tutoie les 350 milliards, etc. etc. ASML est rattaché à l'univers des semi-conducteurs, mais la société ne produit pas de puces à proprement parler. En réalité, elle conçoit les machines qui conçoivent les semi-conducteurs. Vous avez ici un schéma dans le Q1 2024, la présentation du Q1 2024, où justement ils expliquent brièvement le procédé, mais ce sont les machines qui conçoivent les semi-conducteurs. Et comme justement tout le monde demande des semi-conducteurs, les producteurs de semi-conducteurs ont besoin de machines toujours plus performantes pour graver de plus en plus petit, en 4 nanomètres, 3 nanomètres, etc. Plus économiques également, une cadence plus élevée pour en produire toujours plus. Bref, c'est un marché qui tire fort, c'est un marché en pleine expansion. On se retrouve donc avec des commandes trop justes, avec l'envolée des applications de semi-conducteurs dues à l'essor de la 5G, etc. La demande a évidemment fortement progressé pour ASML. En 2023, ses ventes ont progressé de 30%. 30% sur une seule année, donc une demande record, à 6,4 milliards d'euros. Toutefois, les semi-conducteurs demeurent une industrie où les commandes peuvent se montrer très volatiles d'un trimestre à l'autre. Les comptes du premier trimestre, publiés ce mercredi par le groupe néerlandais, l'illustrent bien. Le point principal saillant provient de l'activité commerciale. Les prises de commandes d'ASML ne se sont établies qu'à 3,6 milliards d'euros, soit bien moins que quelques 5,1 milliards d'euros attendus par le consensus cité au dos. Alors moi, ce que j'aimerais voir ici, c'est ce qui a été attendu par ASML et non pas par le consensus. Plus particulièrement, ASML a fait état de 656 millions de commandes pour les outils, etc. Blablabla. Donc des perspectives un peu faibles et ça explique pourquoi donc on a le titre ici qui a chuté de 6%. Alors oui, on reste sur une tendance très haussière. Si je me mets en mois, on voit que si on réduit, on reste quand même sur une tendance très haussière et même si on perd un petit peu, même si on venait encore à perdre quelques pourcents, on va se mettre ici, même si on perdait encore par rapport à aujourd'hui, allez, une vingtaine de pourcents, ce qui est quand même énorme pour un titre comme ça, on serait quand même toujours relativement haut et en tendance haussière. On peut avoir comme là des respirations, comme ici également. On voit bien que ça peut repartir de plus belle. Ce qui compte, c'est la prise de commande sur le long terme. Et pour savoir si la prise de commande sur le long terme est bonne, il faut aller lire les rapports financiers, écouter les conférences call, etc., etc. Si on dézoome un petit peu, qu'on se met là et qu'on passe sur le screener 1, on voit que les revenus sont en pleine augmentation, en pleine croissance. C'est génial, ça veut dire que ASML domine son marché, en tout cas qu'il conserve une avance depuis de nombreuses années. C'est une très bonne chose. Si on regarde au niveau des revenus nets en constante augmentation également, ce qui nous intéresse ici, c'est la marge nette. La marge nette est à 19, 20, 22, 31%, 26 et 28%, ce qui est énormissime. Ce qu'il faudrait voir, c'est également la marge brute. On va mettre ça. Ici, la marge brute, on a une marge brute à 41, 45, 44, 51, 49 et 50%. Une marge brute à 50%, c'est incroyable. Ça permet vraiment d'avoir un business model et d'avoir les reins solides derrière, puisque quand vous arrivez à vendre 2 fois plus cher que ce que ça vous revient au coût, c'est extraordinaire. C'est une très bonne société, c'est un très bon business model. Au niveau du nombre d'actions en circulation, donc on avait une énorme hausse. Il y a à voir pourquoi, si c'est rachat de concurrents, si c'est pour injecter dans des nouvelles machines, recherche et développement, peu importe, mais on voit bien quand même que depuis le 2013, le comportement est exemplaire. On rachète petit à petit, alors pas toujours avec la même rapidité, peut-être que des fois on redilue un petit peu, mais globalement on a quand même une tendance baissière, donc on fait des chiffres, on continue de racheter des actions, tout va dans le bon sens. Si on passe au screener 2,
On a un rocher qui est fabuleux, on a du 17, 20, 25, 28, 50, 70%. Alors on le sait, ici c'est relativement exceptionnel, tout le monde demande des semi-conducteurs depuis 2022, donc oui, ils ont un rocher phénoménal, mais on voit bien qu'en période creuse, puisqu'on voit bien que là c'est une période creuse, on avait une forte période également ici, en période creuse on a quand même un rocher entre 16 et 20, 23%. Donc on a déjà un rocher qui est relativement élevé de base, plus des fortes périodes où on peut aller chercher du 40, 50, 70%. Si on regarde au niveau des free cash flow, on était en augmentation. Alors je vais remettre un petit peu l'échelle. On était en augmentation constante, on a eu un énorme pic en 2022, on le sait, tout le monde a demandé semi-conducteurs, le carnet de commandes était plein, bref, c'était l'apothéose et on voit ici qu'on redescend pour le 2024, donc à voir est-ce que c'est durable, est-ce qu'on va vers une chute des ventes, est-ce qu'il y a un concurrent qui arrive ou est-ce que c'est tout à fait normal, c'est une période de consolidation, comme des fois on a ici, on est à plat, des fois ici, on redescend et voir si sur le long terme, on va quand même pouvoir continuer à monter. Je rappelle ici que c'est le free cash flow, donc c'est l'argent qui reste réellement dans les caisses, il faut savoir que pour ce genre de société de business model, il faut toujours réinjecter une bonne partie de l'argent puisque on est toujours à la course à l'innovation. Le but c'est de toujours faire des machines plus performantes, moins énergivores, qui gravent de plus en plus petits, meilleure efficacité, meilleure précision, etc., etc. Donc une partie de l'argent est toujours réinjectée justement pour aller toujours plus vite, toujours plus loin. Mais ce qui compte aussi sur ce genre de business, c'est le revenu net. Alors même si on le sait, c'est une donnée comptable, on voit quand même que c'est beaucoup plus lisse dans le temps. Et si on comprend que dans ce business, il faut justement réinjecter beaucoup d'argent pour toujours la course. Oui, on le sait, c'est le free cash flow qui rémunère les actionnaires derrière, mais ici, ça nous montre vraiment l'activité avec les revenus nets et tout ce qui s'ensuit. Et donc, si on passe, alors on va se mettre screener 2, on a le price to free cash flow qui est un petit peu haut, on est à 102. Alors oui, forcément, ça se paye, on le voit bien, il y a des pics des fois avec des commandes énormissimes, mais on a des phases où ça peut redescendre, donc à voir, on arrivera peut-être sur du 30-40. Ça reste un price to free cash flow qui est haut, mais quand on voit la progression du chiffre d'affaires et qu'on voit la progression des revenus nets, forcément derrière, ça se paye un peu cher. Au niveau des free cash flow, on a une pente qui est un peu plus douce, donc à voir si vous voulez attendre un petit peu pour rentrer, que le PER rebaisse et que le price to free cash flow rebaisse, mais en attendant, ça reste une belle société. Si on passe au screener 3, on a un PER qui reste, donc, comme on disait, assez élevé, on est à 42. Ça reste relativement haut, on voit que des fois on a des redescentes, mais on voit bien qu'on a rarement en dessous de 30, la seule fois où on l'avait eu c'était en 2019, et on voit bien que depuis un moment on est passé dans un autre paradigme, on est bien plus haut en termes de PER, et il se pourrait que ça reste comme ça un bon moment, puisque on le sait maintenant, il y a une forte demande en semi-conducteurs, même si elle peut se calmer, puisqu'une fois que tout le monde a fait le plein de semi-conducteurs, on n'a pas une forte cadence pendant de nombreuses années, mais on le sait également, plus on va vite et plus on a encore besoin de semi-conducteurs, et plus il en faudra encore et encore. C'est pas une droite linéaire, c'est plutôt une exponentielle. On a toujours besoin de plus de rapidité de calcul et donc on a toujours besoin de plus de puissance, plus de rapidité. Et donc, si on arrive là au niveau de la dette nette, on voit que la dette nette est relativement maîtrisée. 2 milliards de trésorerie, c'est plutôt bien. On a des fois des hausses, des fois des baisses, mais globalement, on est sur une dette maîtrisée. On ne s'endette pas. Donc, parce que là, c'est la dette nette, donc c'est le global. Ça prend les cash, liquidités associées et la dette. On est dans le positif tout le temps. On remonte des fois, donc on se réendette un petit peu, mais c'est relativement maîtrisé et on est même en trésorerie, ce qui est une très bonne chose. Au niveau des capitaux propres, sans surprise, on a une hausse constante. Forcément, derrière, quand on prend en compte également les nouvelles machines, etc., ça prend. Bien évidemment, ce genre de machine se déprécie fortement avec le temps, donc il faut faire attention, ce genre d'entreprise, il ne faut pas valoriser uniquement avec les capitaux propres, mais globalement, on voit quand même une tendance haussière, ce qui reste une très bonne chose. Si maintenant on passe à la présentation, donc Q1 2024, ASML annonce un chiffre d'affaires de 5,3 milliards et un bénéfice net de 1,2 milliard d'euros. Perspective 2024 reste inchangée. Inchangé, c'est bien parce que ça veut dire que du coup, pas de surprise, il y avait des perspectives qui étaient données, alors c'était 4e trimestre 2023, et donc si elle reste inchangée, c'est une bonne chose, ça veut dire qu'ils avaient bien prévu le coup. Alors, message clé pour les investisseurs. Méga tendance mondiale dans l'industrie électronique, ça on le savait, soutenu par un marché hautement rentable et férocement écosystème innovant, ça c'est la traduction qui est mauvaise, devrait continuer à alimenter une croissance sur le marché des semi-conducteurs. Donc ça c'est très bien, puisque si on a une méga tendance et qui devrait continuer à alimenter la croissance, même si le nombre de commandes ralentit, on reste quand même sur un secteur porteur et en croissance. Croissance des marchés finaux des semi-conducteurs et l'intensité de croissance de lithographie stimule la demande de nos produits et services. Très bonne chose également. Le produit complet d'ASML est aligné sur la feuille de route de
de nos clients, très bien, offrons des solutions rentables pour prendre en charge toutes les applications, des nœuds de pointe, etc. Donc très bien aussi, portefeuille en accord avec tout ce que les clients demandent, c'est une très bonne chose. Sur la base des différents scénarios, marché tels que présentés lors de la journée investisseur en novembre 2022, nous avons modélisé un chiffre d'affaires là, et ce qui compte c'est ça, un chiffre d'affaires annuel 2025 compris entre 30 et 40 milliards d'euros avec une marge brute comprise entre 54 et 56, donc ça veut dire qu'ils peuvent encore augmenter la marge brute, elle est déjà énormissime, mais ils peuvent encore l'améliorer en 2030, ça veut dire que là on va avoir à faire une phase d'optimisation. Un chiffre d'affaires annuel compris entre 40 et 60 milliards d'euros, marge brute, etc., etc. Donc on a quand même une cible, une target à 54 et 56% de marge brute et avec un chiffre d'affaires entre 44 et 60 milliards. On a encore un ou deux autres points et nous prévoyons de continuer à restituer des sommes importantes en espèces à nos actionnaires par le biais de combinaisons de dividendes et de rachats d'actions. Très bonne chose également, même si en général je préfère qu'une société se concentre sur sa croissance, son rendement, etc. Mais s'il n'oublie pas l'actionnaire derrière avec un petit peu de dividendes et un peu de rachat d'actions, si ça reste mesuré, c'est une très bonne chose. Si on passe au résumé, vente nette totale de 5,3 milliards d'euros, marge brute de 51%, bénéfice net pourcentage des ventes totales 23%, très bien, bénéfice par action 3,11 €. On passe ici sur le nombre de ventes totales en millions d'euros, donc on voit une belle croissance, on a également la répartition. Et ici, on voit 5,290, donc on a un chiffre d'affaires qui pourrait être en baisse. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est comparer avec celui, par exemple, de l'année dernière, parce qu'il y a peut-être une cyclicité dans les résultats. Peut-être que les 27 milliards ne se font pas parfaitement égales, donc il faudrait voir s'il n'y a pas une cyclicité. Quand on arrive sur le Q1 2023, on a 6,7, donc on va sortir la calculatrice, 6,7 divisé par, c'était 27,55 ou 56, parce que c'était 55,9, ça fait du 24%, donc on a un quart à quelques pourcents près, mais globalement on est réellement à un quart, donc oui, effectivement, si on prend ça en compte, on va être un petit peu en retard, puisque si on fait, je vais reprendre la calculatrice, 5,29 x 4, on va se retrouver avec du 21,16. Donc oui, effectivement, on va se retrouver comme 2022 et on a une décroissance par rapport à 2023. Est-ce que c'est un moment de respiration parce que tout le monde a voulu des semi-conducteurs ici, ou est-ce que c'est une décroissance et qu'on va aller vers le bas? On va essayer de voir déjà ce qu'en pense la direction. Perspective au T2, chiffre d'affaires net total compris entre 5,7 et 6,2 milliards d'euros, marge brute comprise entre 50 et 51, très très bien, des coûts de R&D environ de 1 milliard d'euros, et sur 2024, des ventes nettes totales similaires avec une marge brute légèrement inférieure par rapport à 2023. Légèrement inférieure, ça me va, si on descend, on passe de 50 à 48, 47, même 45, c'est pas grave, tant que c'est légèrement. Si on passe au retour de capital aux actionnaires, ASML a l'intention de déclarer un dividende de 6,10 € pour l'année 2023. Compte tenu des 3 acomptes, blablabla, ils nous font la soustraction, ils nous disent combien ça va faire. On voit que depuis 2014, ça augmente très fortement. On a eu une petite hausse entre 2021 et 2022 et ils estiment que 2023, on sera légèrement au-dessus. Donc on voit bien que ça se calme, mais c'est une bonne chose. Si jamais le carnet de commandes commence à faiblir un petit peu, je préfère que ça ne soit pas beaucoup redistribué aux actionnaires et qu'ils se concentrent sur justement une hausse du nombre de ventes, de chiffre d'affaires, de part de marché, peu importe, mais je préfère que ça soit redistribué dans la poche de la société pour grossir plus vite plutôt que dans ma poche à moi. Mais là, comme on n'a pas toutes les informations, l'idéal est d'aller voir un peu le conference call ou en tout cas un transcript si jamais vous l'avez loupé. Donc c'est ce qu'on va aller faire. Alors, transcript, entretien vidéo. Monsieur Dawson, pouvez-vous nous faire un résumé du premier trimestre, etc. Blablabla. Je ne reviens pas là-dessus puisque c'est ce que nous avons vu. Il y a eu de nombreuses spéculations autour du nombre de prises de commandes pour ASML. Il serait peut-être bon de faire quelques commentaires sur les prises de commandes et Tout d'abord, je pense qu'il est important de reconnaître que les prises de commandes au cours des 6 derniers mois, donc si l'on prend l'ensemble des prises, on obtient près de 13 milliards d'euros. C'est un joli chiffre. Je pense que les gens ont désormais compris que le processus de prise de commande est généralement assez compliqué. Mais je pense qu'il est bon d'examiner également un peu ce dont nous avons besoin pour parvenir aux différents scénarios qui ont été articulés pour 2025. Alors peut-être amener à l'esprit les gens, lors du Investor Day 2022, nous avons examiné différents scénarios, revenus 2025, une fourchette comprise entre 30 et 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour 2025. Donc pour l'instant, ils ne sont pas en retard, ils sont pas en avance, mais pour l'instant, 2025, entre 30 et 40 milliards, même si on prend la fourchette basse, on se rappelle que l'année dernière, déjà en 2023, on avait eu du 27 milliards. Donc 27 milliards, on voit que pour 2025, ça pourrait être jouable. Évidemment, si cette année on prend du retard, ça sera quelque chose à faire 2 fois plus fort l'année prochaine, mais globalement, on n'est pas forcément en retard.
Alors, perspective pour le deuxième trimestre de l'année 2024. Quelles sont vos prévisions pour le deuxième trimestre? Il y a eu des changements dans nos perspectives pour l'ensemble de l'année 2024. Pour l'essentiel, notre vision de 2024 n'a pas changé. Comme nous l'avons dit la dernière fois, nous considérons que 2024 est comme une année de transition. En termes de revenus, cela signifie que nous envisageons un chiffre d'affaires pour 2024 qui est similaire aux revenus que nous avions en 2023. Très bonne chose ça. Donc leur vision n'a pas changé, ils considèrent que c'est une année de transition et ça devrait être similaire à 2023. Mais nous considérons vraiment cela comme une année de transition dans laquelle le dynamisme s'accentue au cours de l'année. Cela signifie donc une seconde moitié plus forte que la première moitié. Et nous préparons également à ce que nous pensons être une année 2025 forte. Une année 2025 forte. Cela est vraiment soutenu par certaines des tendances de l'industrie telles que nous le voyons aujourd'hui. Nous voyons donc l'utilisation de nos outils, tant pour les clients, etc., etc. On a donc une transition de cette année, donc ça explique la baisse. La baisse était prévue, en tout cas peut-être pas autant, mais en tout cas c'était anticipé. Ils le savaient et ils anticipent une année 2025 forte. Donc jusque-là, un carnet de commandes en légère baisse, ce n'est pas problématique si c'était anticipé et surtout si c'est une année de consolidation, de transition, parce qu'il y a peut-être quelque chose dans les cartons après et qui prévoit une année 2025 forte. Nous constatons que les stocks, en particulier les stocks en aval, évoluent assez bien et sont ramenés à ce que nous considérons comme des niveaux normaux. Tout cela est donc tout à fait en phase avec ce que notre espoir de l'industrie en 2024. Nous préparons à une croissance plus forte en année 2025. Cela signifie pour nous renforcer nos capacités et nous préparer à cette rampe. Ils sont donc en train d'anticiper et de préparer la forte accélération qu'il va y avoir et c'est pour ça que ça explique en partie la baisse de 2024. Est-ce qu'il y a eu des changements dans votre vision pour les marges pour l'année ? Pour 2024, je dirais que la marge que nous avons fixée est un peu inférieure à la marge brute que nous avions en 2023. Je regarderai toujours cela de la même manière. Nous avons donné les différents put and take de la marge brute pour cette année. Sur le dernier trimestre, je considérais toujours ça dans la même veine. J'ai passé un petit peu tout le reste, j'arrive sur leur nouvel outil, comme nous l'avons mentionné avant. C'est un outil qui présente des améliorations significatives dans ses spécifications, je dirais surtout du côté du débit. Nous verrons une augmentation du débit de 160 wafers par heure à 220, bref, ça représente une augmentation de 37,5% de la productivité. Dans l'ensemble, il s'agit clairement d'un outil qui générera considérablement de valeur pour le client, cela réduira le coût de possession pour les clients. Côté dividende et rachat d'actions, c'est ce qu'on avait vu dans la présentation, c'est exactement la même chose, c'est ce qui nous explique. Donc voilà, on a après les perspectives à long terme. Pour conclure, quelles sont vos attentes en matière de demande, productivité au-delà de 2024 ? Certaines incertitudes subsistent, je dirais principalement les incertitudes macro, c'est toujours clairement là. Comme je l'ai déjà mentionné, si vous regardez les tendances de l'industrie, si vous regardez, et je parle des tendances de cyclicité dans l'industrie, tout comme l'augmentation de l'utilisation des stocks et en général des normaux, je pense qu'il est assez clair que l'industrie est en pleine reprise et que nous pensons que d'ici 2024, nous assisterons à une reprise. En 2025, en plein dans la reprise, c'est donc positive. Et deuxièmement, nous en avons parlé à de nombreuses reprises, les tendances séculaires sont vraiment fortes. Si vous regardez l'IA, vous regardez l'électrification, vous regardez la transition énergétique. Ils sont donc dans tous les tableaux, ils sont donc bien positionnés et justement ils se préparent à une rampe très forte en 2025. Bref, on le voit avec cette croissance du chiffre d'affaires, cette marge brute à 45% et dernièrement à 50% qu'ils espèrent tenir jusqu'à 2030 et une marge nette qui est entre 30, 26, 28 pour les pires moments à 20 et quelques pourcents. ASML a de belles années devant elle et à moins d'un énorme problème, un signe noir, normalement la croissance devrait très bien se passer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et moi je vous dis à la prochaine. Salut!